simple, comme tu le fais toujours. Et en même temps, نهضروا على limite. بحال par exemple, راه l'hypnose شي واحد غيكونتروليني. Oui, effectivement, Anna كنت vraiment l'oul à penser comme ça. Anna, la première fois اللي شفت l'hypnose قلت mais c'est impossible. Jamais واحد يقدر يدخل في راسي يبدل لي التخمام ديالي يكونتروليني باش يقول لي انيس tu vas faire ça. Non, c'est هكا اللي خممت انا في الاول. Donc c'est normal que tout le monde pense comme ça. Et Anaya, la chose que je me suis dit, c'est avant de dire que c'est vrai ou pas, je vais tester. Je vais tester et après une chauffe. Donc, مشيت رحت la formation, d'être une première formation où le formateur اللي كان تما كيسقسي زعما واحد شكون اللي حب يسيي. انا كنت توجور واه moi. انا دير واش جرب حبيت. فيا. جرب فيا واش حبيت، انا بغيت نلصق يدي كيما حبيت، je m'en fiche. Donc il commençait à faire des choses et ça marchait très très bien. Et c'est là où je me suis dit OK, il se passe vraiment quelque chose. Ça c'était la première fois. Au fur et à mesure du temps, quand je suis sorti de la formation, il y a des moments dans la journée où tu sais, Anki a donc les moments de déconnexion. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, parce que quand je me suis déconnecté, ça me rappelle quand j'étais en formation d'hypnose. Et quand j'ai commencé à comprendre et à analyser, à faire de la science justement autour de l'hypnose, ben, je me suis rendu compte que c'est la même chose. Pour faire simple, l'hypnose, c'est toutes les fois, durant une journée, où ton esprit va faire pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, on travaille, on est actif, on est vraiment en train de se concentrer, et puis à un moment donné, on a besoin de se ressourcer. Et pour se ressourcer, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comme ça, en haut, et puis on va se déconnecter quelques secondes. Ce petit moment-là est extrêmement important pour le cerveau parce qu'il recharge les batteries. Ce petit moment de déconnexion, on est conscient, on est là. C'est-à-dire que si jamais il y a un danger, je peux réagir. Mais d'un autre côté, on n'est pas là. Parce qu'en fait, on est parti un peu dans les nuages. Et bien le fait de partir un peu dans les nuages en étant là, c'est exactement ça l'hypnose. La seule différence, c'est que ça, tu le fais de façon automatique. Mais quand tu es en thérapie avec un hypnothérapeute, il fait produire cette sensation de déconnexion, mais de façon volontaire. Et quand tu le fais de façon volontaire, ben, tu accèdes à des zones de ton cerveau auxquelles tu n'as pas accès habituellement. Parce que c'est des choses justement qui sont inconscientes. Je te donne un exemple concret. Si tu prends quelqu'un qui fume une cigarette, quand il fume, il se passe dans son cerveau des mécanismes qu'il ne contrôle pas. Par exemple, à un moment donné, Oumaïma, imagine-toi, tu fumes par exemple, et je vais te dire, là, dans quelques secondes, c'est la pause. Dans ton cerveau, il va se passer ce qu'on appelle le craving, cette espèce d'envie de fumer. Et donc, tu vas dire, mais j'ai hâte de fumer, et tant que je ne fume pas, je sais que je vais être stressé, etc. Ça, c'est pas toi qui le contrôle. C'est automatique. Et si tu vas voir un thérapeute, ouais, exactement, c'est inconscient. Donc, si tu vas voir un thérapeute et que tu lui dis, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais qu'il ne travaille pas sur cette partie inconsciente, mais en fait, tu resteras en superficie, tu vois, juste à la surface. Alors que nous, on veut travailler à l'intérieur. Et l'hypnose, c'est ça, en fait. L'hypnose, disait Freud, c'était, tu sais, la fenêtre qui ouvre, entre guillemets, vers l'âme. C'est pour accéder un petit peu à ce qu'il y a à l'intérieur. Erickson, qui est l'un des grands fondateurs du coup de l'hypnose ericksonienne, disait que l'hypnose, c'est juste la clé invisible pour intégrer, entre guillemets, ou pour rentrer dans le réservoir immense qui est l'inconscient. Là où se trouve, en gros, tout ce que tu fais au quotidien. Donc, pour faire simple, l'hypnose, c'est ça. C'est un état de déconnexion dans lequel tu es toujours consciente, mais dans lequel tu peux accéder à des mécanismes automatiques dans ton corps pour justement changer, régler, réparer, corriger quelques problèmes que tu as. ولا جينا نشوفوا هي اللي بغيتي تركز على لو في ديال الكونترول. On est toujours en contrôle. Absolument, absolument. On est toujours en contrôle parce que si jamais ما تسعيش le contrôle في l'hypnose, c'est que c'est pas de l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est l'état où la conscience ديالك تكون encore plus élevée. Donc si je te dis tu es encore plus éveillé, bah, ça veut dire que tu es encore plus conscient, donc tu as encore plus de contrôle. Prends l'exemple de la conduite. Je ne sais pas si tu conduis et toi, Maïma, ou pas. Imagine quand tu conduis sur une autoroute et à un moment donné, tu sais, tu es sur une route où c'est long, c'est long, c'est long. Tu commences à partir dans tes pensées. Mais si jamais à un moment donné, il y a un camion qui se rapproche de toi et qui va presque te toucher, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un réflexe automatique de te dériver pour justement fuir le problème. Et bien l'hypnose, c'est ça. Ça veut dire que si jamais il y a un danger, si jamais par exemple je te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais bien évidemment, tu es totalement éveillé. Et c'est la première chose que je teste avec mes patients. Je leur dis tout de suite, dès qu'ils arrivent dans le cabinet, fermez les yeux, prenez votre main, mettez-la en face de votre visage et mettez-vous une claque. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais Anis, non, j'ai pas envie de le faire, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Je dis, bah, vous voyez le niveau de contrôle que vous avez là? C'est exactement la même chose en hypnose. Donc, vous ne perdez absolument pas le contrôle. Au contraire, je vous donne un meilleur contrôle, mais sur vous-même, sur votre relaxation, sur votre détente. Donc, tous ceux qui adorent garder le contrôle, mais c'est royal pour eux. Parce qu'en fait, ils vont augmenter leur contrôle. Et il y a aussi plus de contrôle parce que la personne, elle rentre maintenant dans son subconscient, elle est inconscient, pardon, et elle est en train de réaliser et voir des choses que peut-être elle ne voit pas dans son quotidien. C'est ça, comme les rêves. Les rêves, par exemple, c'est l'imaginaire qui te donne des images auxquelles tu n'as pas accès naturellement, de façon consciente. Et bien, l'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, c'est une clé
qui permet d'ouvrir une porte vers une partie de ton inconscient, justement pour faire ressortir des éléments, soit parce qu'on a besoin pour les travailler, pour les corriger, pour les changer, soit parce que tu as besoin de les découvrir, parce qu'aujourd'hui, tu souffres d'un problème et tu ne connais pas l'origine. Et bien, dans ton inconscient se trouve l'origine. Donc, c'est pour ça que avec la petite place où ben justement, on découvre c'est quoi le problème. هي كاع الاجوبات راه كاينين في الداخل ديالنا اللي بنوس كيعاوننا نخرجوهم. Absolument, c'est ça. وبحال اللي قلتي باش حيت قلتي هضرتي بالفرنسي بزاف الى المغاربه ما فهموش هادشي على ليبنوز سي ليكزامبل اللي عطيتيه هي ملي كتكون ساهي في الطوموبيل كتكون ساهي غير كتسوق وما كتحسش براسك غادي لديك البلاصه اللي انت غادي فيها تو دانكو الا جا شي موتور ولا شي حاجه كتعيق وكتكونترولي اي سي سا في ليبنوز راه غتمشي في طون انكونسيون ولكن n'importe quel moment il a شفتي بلي كاين ان دونجي ولا ما بغيتيش دير واحد الحاجه اللي مازال الكنترول توجور عندك تقدر ما ديرهاش ابسولومون لو كان ما تسعيش لو كنترول صافي سي با دو ليبنوز هذا سي اوتر شوز مي ليبنوز سي لازم نعطي لك واحد لو كنترول اللي يكون احسن بارابور على الكنترول اللي عندك انت وهذه هي لا فري هيبنوز لا فري هيبنوز سي فريمون augmenter le contrôle de la personne pour aller travailler sur ses ressources justement qui sont à l'intérieur de lui. incroyable. et كاين اللي جرب ليبنوز وكيقول لك راه ما خدمش فيا وي اشنو نقدروا نقولوا لهاد الناس il faut qu'il يبدل déjà le thérapeute c'est la première chose il faut qu'il يبدل ماشي فيه المشكل فيه مشكل ديما non pas ديما parce que des fois عند كي واحد par exemple يجي يمشي عندي imaginez انا je suis le meilleur hypnotiseur du monde par exemple يمشي لعندي نسي ندير معاه ليبنوز وما يمشيش. Le problème, c'est pas parce qu'elle est مزيان en tant que thérapeute ou là, c'est parce que la personne هذيك soit ما حبتش تروح l'hypnose, معناتها elle accepte pas تخلي روحها, elle accepte pas avec le lâcher prise parce qu'il y a des explications derrière. Peut-être qu'elle se protège inconsciemment, elle a pas envie pour le moment de se laisser aller. Pourquoi? Parce que peut-être elle ما دارتهاش en confiance. Peut-être l'alliance thérapeutique تاعها ماشي elle est pas suffisante. هذه c'est la première raison. Et كاين واحد la raison اخرى اللي بزاف الناس ما يعرفوش, حنا نسموها la disponibilité hypnotique. La disponibilité hypnotique, c'est quoi? شوفي انت اميمه par exemple لو كان ندير لك واحد لا سيونس ديبنوز دابا شتاني نقول دابا دوكا انت تعوي كال بون وليت مغربي انا بالالجيري كيفاش كتقولها دروكا bah oui دوكا كنتي دابا صافي bon les algériens j'espère ils vont pas m'en vouloir mais tu vois par exemple لو كان ندير لك واحد لا سيونس دوكا mais qu'est-ce qui va se passer ça va très bien marcher نعاودوا لها في ساعه ندير لك exactement la même chose impossible ما تمشيش ما والو علاش parce que justement la disponibilité تاعك اللي تبدلت. Qui je rencontre le Kintia par exemple ou même est-ce que tu fais du sport? Oui, des fois on fait du sport et des fois je fais pas de sport. Comment tu expliques que des fois tu fais, des fois tu fais pas? Bah des fois j'ai pas envie. مرة بغيت مرة ما بغيتش. بغيتش. Et ouais, aussi simple que ça. Des fois ma bridge. Et donc هاد ما bridge هذا on va pas te forcer. Et ben en hypnose c'est la même chose. Donc quand le patient زعما يجي ici معايا l'hypnose ou l'hypnose هذاك ما يكونش مزيان, et ben c'est juste parce que peut-être il était pas prêt ou peut-être parce qu'il était pas disponible. C'est soit l'un soit l'autre. Et des fois, c'est la troisième raison, c'est le thérapeute. Le thérapeute qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand il y a des thérapeutes, تمشي لعنده يقول لك وين نديروا ليبنوز اليوم بصح ما نفهم لك والو. ما يفهم والو. يقول لك أميمة تفضلي مرحبا انستالتوا هنا في الفوتوي غمضي عينك et on va commencer la séance. راه بالضبط هادشي اللي طرا ليا. Directement. انا جربت ليبنوز مرة في حياتي وما خدماتش وبالضبط ملي بديت كناخذ لا فورماسيون ديالك عاد فهمت علاش بزاف الحوايج كانوا ناقصين مع هذاك سيتي ان نوتريسيونيست كنت بغيت نخدم معاه على ما بوليمي ما زادش معايا الهضره واخا جلسي مشى قال لي نتجبد في واحد البلاصه سدي عينيك يلا غنسافروا لواحد البلاصه يافي با دو ديسكوسيون ما فهمش ليا اكزاكتومون وعلاش غير لو في اللي يفهم لك عنده اون اوسي غراند امبورطونس باسكو l'hypnose repose sur le lâcher prise. L'hypnose, la première chose pour rentrer en hypnose, c'est qu'il faut que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Et pour rentrer à l'intérieur de toi-même, il faut relâcher les choses. Et pour relâcher les choses, il faut que tu sois en confiance. Donc c'est pour ça qu'Anaya, qui se ressonnait par exemple les étudiants تاعي يقولوا لي أنيس أنت كي دير لا سيونس مع واحد شحال الوقت لا سيونس نقول لهم أنا لا سيونس تاعي توجور طويلة سي با باسكو ندير بزاف حوايج سي جوست كو أنا ندير بزاف لو طون في لا بارتي وين نفهم لو باسيون سي بور سا كو كامل لي بيرسون اللي داروا ليبنوز معايا en fait ça a marché. C'est pas parce que je suis bon, c'est juste parce qu'en fait je leur explique. Donc ils ont confiance. Et le fait d'avoir confiance, mais c'est la clé numéro 1. وشوفي رانا نهضروا على l'hypnose. Mais لو كان نهضر لك على la psychothérapie traditionnelle, c'est exactement la même chose. لو كان نهضر لك على la médecine, نعطي لك واحد le médicament. شوفي عندك deux médecins, عندك le médecin 1, médecin 2. Le médecin 1 يجي يعطي لك واحد الميديكامون وما يعجبكش. ما تحسيش مليح. tu vois ما كاش لك la confiance هذيك. Le médecin 2 يعطي لك le médicament وتحسي une confiance معاه. À ton avis, شكون اللي يسعى le médicament le plus efficace? اللي كنثيق فيه. Et ouais. Et pourtant, c'est la même molécule.
C'est la même chimie. Il te donne un doliprane, il te donne un doliprane. Mais le doliprane تاعو هذا يكون 2 fois plus puissant. Juste parce que la confiance, en fait, elle fait tout. Pourquoi? Parce que في الcerveau تاعك عندنا ce qu'on appelle tu sais, le pouvoir de l'intention. كل شيء يمشي من الcerveau. Donc si ton cerveau, il veut faire la chose, il va le faire la chose. كي تكوني صغيرة وزعما تطيحي في الأرض وتوجعك يدك وتروحي لعند يماك تقول لها ماما توجعني يدي ديري لي بوسة. يماك ديك ندوك ندير لك بوسه ماجيك تنحي لك كامل هذاك الوجع تاعك تبوسك وصاي تنحى. وعلاش تنحى؟ باسكو في الطفل هذاك لانتونسيون تاعو على بالو بليك يماه عنده لا كونفيونس مع يماه والامور ماتيرنel عنده une telle puissance que psychologiquement et chimiquement il va libérer des endorphines tellement fortes que c'est même si tu as la morphine ça fera pas la même chose parce qu'il a confiance. Donc cool chim la confiance. Mais de toute façon dans tous les domaines de la vie, dans le domaine amoureux, dans le domaine commercial, عطي واحد le domaine où la confiance elle est pas importante. Donc en hypnose c'est la même chose. صح. هي النية اللي كدير قبل ما دير واحد الحاجه عندها اهميه كبيره. انا هذا الشيء كنت كنقوله لماما منين كنقول لها ديري الرياضه ماما ديري الرياضه راه مهم وداك الشيء كتقول لي انا راه ملي كنمشي للسوق راه كنتمشى ساعه ولكن كنقول لها ماما تما ما عندكش لانتونسيون ما حطيتيش لانتونسيون اللي غندير الرياضه وغنمشي وغنتهلا في راسي اي دو كو سا شونج تو في لي في اللي عنده في لو كور ديالك. Absolument. Et puis tu sais c'est pas juste psychologique hein, c'est chimique. Quand le cerveau dit quelque chose, le corps, il a une mission. Si par exemple, je dis à ma main de changer, mon corps va faire quelque chose, il va dire OK, le cerveau, il a donné un ordre, je vais tout faire pour que ça change. Et chimiquement, il va envoyer des hormones dans le corps, il va envoyer des neurotransmetteurs pour que le corps يتبدل. Juste parce que le corps, il a dicté quelque chose. Donc le pouvoir de l'intention, mais il change absolument tout sur notre corps. Donc tout part de là-haut. Alors que des fois, on pense l'inverse. Des fois, on pense qu'en fait, c'est le corps qui dicte les comportements. Mais non, jamais. Le cerveau, هو يدير كلش. Absolument كلش. داكشي علاش كنهضروا على لي زافيرماسيون. كتقول انا افيرماسيون بوزيتيف انا قاده انا كيجيني هادشي ديال لي زافيرماسيون وديال حيت كاين اللي كيقول لك ما نقدرش ندير لي زافيرماسيون حيت انا ما كنثيقش بهادشي اللي كنقول خاصني ندير عاد نقول لي زافيرماسيون وكاين اللي كيقول لك خاصك دير لي زافيرماسيون باش تقدر تثيق اللي دير هذوك لي زاكسيون. انا بوغ موا البلان ديال لي زافيرماسيون سي كوم اللي كيقول لك عرفتي داك ذا سينغ اون انجلي كيقول who came first the chicken or the egg. Pour moi ils sont liés. Ouais, ils sont connectés. خاصك بجوج خاصك دير لي زافيرماسيون et en même temps دير هذيك الحاجه باش غادي وانت كتثيق في هذاك الشيء. Et puis il y a le problème aussi des gens qui sont pas patients. Tu sais, les affirmations positives, si tu fais cet exercice-là, Zama, tous les matins, تقولي لروحك تكوني مع الميروار وتقولي هكذا voix haute des affirmations positives. تقولي أنا مزوي أنا زوينة أنا هكذا. كاين des personnes يبداو l'exercice هذا parce que en thérapie des fois on donne l'exercice هذا mais la personne elle va le faire 1 jour, 2 jours et ça fait. Par contre Anis ça fait 2 jours les affirmations on مازال يرشينا. Tu m'expliques parce qu'il faut du temps. C'est comme le sport ما تقدريش تولي تبدلي الكور ديالك juste parce que ça fait 2 jours كدير السبور. لازم شويه صبر لازم تصبري لازم تخدمي لازم تكوني très actif le processus. Mais les gens ne sont pas patients. Donc quand tu leur donnes des outils qui sont très puissants comme les affirmations positives qui sont prouvées scientifiquement, et ben malheureusement ils attendent juste tu sais aujourd'hui on est dans une société de consommateurs qui veulent tout rapidement. Exactement. Tu vois. Et donc des fois, OK, c'est normal de vouloir vite parce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées rapidement. Mais des fois, ça prend du temps. Surtout quand c'est un travail sur toi-même. Parce que donne-moi une plus belle mission que celle justement qui consiste à travailler sur toi-même. Il n'y a rien. Et donc, il faut que tu acceptes que ça prenne du temps. Exactement. حيت انا هاد لا فراز بصراحه كتريغريني منين الواحد كنمشي وكنفهم ليه هادشي ديال الثقه في النفس وخاص الوقت والصبر وهذه حيت بنادم بحال اللي قلتي كيبغي الحاجه السهله وكيمشي ملي كنهضر ليه ملي كنكون كندير دي زاتوليي وكنهضر ليهم على هادشي كيفاش توصل لها الثقه في النفس كيقول لك وا مي سي با فاسيل et كيقولها بحال الا سي ان بون ارغومون oui mais c'est facile de le dire mais c'est pas facile de le faire mais oui mais personne n'a dit que c'était facile et ça ne devrait pas être facile باش توصل لهذيك الحاجه اللي انت باغي واللي غتبدل لك حياتك. Absolument. Ça c'est Kahneman qui disait ça, un très grand psychologue qui te disait tu sais l'être humain quand il veut changer une habitude qui est difficile, en fait la seule chose qu'il voit c'est la souffrance au début. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas bon de voir comme ça parce que il y a aucun plaisir qu'on fait aujourd'hui qui se produit si tu n'es pas passé avant d'abord par la souffrance. Prends le sport. Jamais tu ne trouveras quelqu'un qui va te dire ah mais moi quand je vais à la salle, mais alors dès le premier jour c'était plaisir. Non, bien sûr, c'est pas possible. C'est pas naturel pour le corps. Tu es obligatoirement passé par un schéma de souffrance et puis à un moment donné ce qui s'est passé c'est que ton corps s'est habitué à ça. Et il a compris
le bénéfice de faire du sport. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la souffrance en quelque chose de positif. Et du coup, quand tu fais du sport, effectivement, cette fois-ci, tu ressens de la dopamine, tu ressens du plaisir. Tu prends les enfants. Les enfants, si tu leur donnes du cacao, chocolat noir, qu'est-ce qui va se passer la première fois? C'est pas bon. Tu vois, ils vont pas aimer, c'est normal. Mais si tu les habitues à ça, à un moment donné, ils vont adorer le chocolat. Les adultes, tu sais, qui commencent le café, c'est amer, c'est pas bon. Mais ton cerveau accepte qu'à un moment donné, vu qu'il en tire un certain plaisir, il est capable de changer cette souffrance. Donc à un moment, ça devient facile. La conduite, la première fois, c'est difficile. Ça te demande beaucoup d'énergie de conduire. Tu sais, t'es fatigué, tu comprends rien, le truc, là, il y a trop de choses à penser. Et puis à un moment donné, ça devient facile parce que ça devient automatique. Donc il n'y a pas d'action qui te procure du plaisir si jamais cette action-là, elle n'est pas d'abord passée par l'espèce de machine un peu de, effectivement, il faut souffrir un petit peu. C'est juste que si la personne n'est pas consciente que derrière la souffrance, il y a le plaisir, en fait, elle va s'arrêter là. Tu vois. Et donc, il faut juste éduquer les gens pour qu'ils comprennent que derrière, entre guillemets, la tempête, bah, il y a le soleil, tu vois. Mais il faut qu'ils comprennent ça. Et tant qu'ils ne comprennent pas ça, bah, ils vont toujours s'arrêter là. Tu vois, c'est le mec qui creuse. Et en fait, il dit, oh non, c'est bon, j'en ai marre, je vais jamais trouver le diamant. Alors qu'en fait, ouais, il aurait creusé peut-être une fois de plus, il l'aurait trouvé, ce diamant. Oui. Donc, laisse franchement tsbar ou laisse justement dès le confiance pour les experts. Tu sais, il faut faire confiance aux experts. Et quand l'expert te dit que si tu fais ce travail-là, ok, c'est pas facile aujourd'hui, mais je te promets que demain, ça sera facile. Et quand ça sera facile, tu vas en tirer du plaisir. Et plus tu tireras du plaisir, plus ça sera facile. Mais il faut de la patience. C'est clair. كنطيح فواحد ان غرو بلوكاج من كان كوتشي مي كليون وكنطيح في هاد البروبليماتيك بزاف وما كنكرهش نعاونهم ولكن كنوحل هذاك اللي كيجي وكتفهم ليه كاع اللي خصو يدير علاش وكيكون مقتنع وي فهمت وانا باغي وندير اي اون فان كونت اون فيت شنو كنلقى سيكو عندهم ان غران بلوكاج ما كيقدروش يشدوا كيقدروا عندي اون امي اللي كتقول لك جو سي تو je connais toute la théorie زعما مي كون جو ديال سي تو جو كوني توت لا تيوري على علاش خصني ندير هاد الحاجه علاش خصني ندير هاد الحاجه وكيفاش نديرها وامتى نديرها عرفتها كامله ولكن اميمه كنشد سيمانه جوج 3 ماكسيموم كنعاود نطيح في الميم بروبليم منين هاد الشيء جاي وكيفاش نقدروا نعالجوه Alors هذا c'est un phénomène qui est très très connu en thérapie Adismolo le maintien des bénéfices secondaires اش معناتها هي انت يا اميمه اليوم تجي تمشي لعندي ندير لو طرافاي اللي قلت انت زعما جو في شيرشي ا كومبروندر نفهم لك لي بروبليم ونعطي لك لا سوليوشن نقول لك هاوليك اميمه بارتير من اليوم هاوليك واش لازم ديري اكسيتيرا tu vas le faire et à un moment donné ça va bloquer ça va tomber et tu vas rechuter pourquoi en fait tu as deux explications la première explication c'est parce que la personne qui est en souffrance en fait aussi paradoxal que ça puisse paraître mais dans la souffrance tu gagnes des choses. Dans la souffrance, en fait, tu as des choses qui te plaisent parce qu'on te donne de l'attention. Alors que quelqu'un qui n'est pas en souffrance, on lui donne pas d'attention. Donc, elle est beaucoup plus, en fait, elle a beaucoup plus d'avantages à rester malade qu'à ne plus être malade. Parce que quand je suis malade, en fait, les gens me donnent ce dont j'ai besoin. Mais quand je ne suis plus malade, mais en fait, je me retrouve seul. Donc, c'est pas logique d'arrêter ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est par exemple quand tu as des problématiques en lien avec l'addiction. Quasiment toutes les problématiques du monde le lien à l'addiction. L'addiction, il faut comprendre que ce n'est pas une pathologie qui est addict. Un jour, tu et c'est bon, tu n'es plus addict. Ça ne marche pas comme ça. L'addiction, c'est toute ta vie. Une fois que tu as été addict, tu restes addict toute ta vie. La seule chose qui change, c'est tous les abstinentes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'une personne qui est addicte, c'est possible, et c'est très souvent le cas. En fait, elle va connaître un cheminement, ce qu'on appelle cyclique. Mais des fois, elle va commencer, elle va reprendre, elle va reprendre, elle va reprendre, jusqu'au jour où effectivement le tahbis, il va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant parce que, entre guillemets, elle a fait un gros travail. Donc voilà les deux explications. Soit la personne a les avantages qui te la problématique, soit parce qu'elle a l'addiction, ou l'addiction, malheureusement, ما تقدرش تحبسها برك هكذا. Parce que des fois تفطن, des fois des fois تفطن, mais لازم تفهم اشنها l'addiction. باش تفهم بليك le fait اللي تطيح de temps en temps peut-être que ça fait partie de sa thérapie. شوف انت par exemple واش قلتي لي انت شفتيه directement comme un blocage mais peut-être que c'est pas un blocage اللي عندها peut-être que le fait اللي هذيك الخدمه اللي ديري معاها peut-être كي تقول لك زعما اميمه خدمت et شديت 3 semaines mais بصح كي لحق 3 semaines ولاو لي les problèmes ديالي mais peut-être que les problèmes هذو en fait c'est pas des problèmes ça fait partie de la thérapie
Donc لازم تفوتي من هاد لي بروبليم باش تخرجي من لا فري بروبليماتيك تاعك. Donc tout est question de perception aussi. هي خاصنا نبدلوا لا بيرسيبسيون اللي عندها باللي صافي حيت طاحت راه صافي ساليت. Exactement. نو طيحي وعاودي نوضي، طيحي Exactement. وعاودي نوضي، C'est طيحي ça. وعاودي نوضي Mais le عمرك problème ما c'est que توقفي. ولا ما تقولي لهاش انتيا هي ما طيقش هي تقول لك زعما واحد اللي يكيف ان مومون يحبس et à un moment donné عنده واحد البروبليم في بيرسونيل ويعاود يتكيف مي في بالو واش يقول نو مي انا ولا نتكيف دوكا صافي كاع لا ثيرابي تاعي سي زيرو سي 4 نو سي فو. انا نقول لهم شوف انت راك تكيف اليوم زعما 20 سيجاريت باغ جور وشديت بوندون ان موا دو موا اي ان جور طحت اون فوا مي سي تري بيان راك فت 20 باغ جور سي énorme donc je le félicite et le fait que tu le félicites bah, c'est très bien. Tu n'augmentes pas le stress diallo, tu vois. C'est comme la société de tabac qui te met des photos de poumons, tu sais, très compliquées et tout, dégueulasses et tout sur les paquets. يقولوا لك هذا يعاونك باش تحبس الدخان. Ben c'est l'opposé parce qu'en fait هذا كي تشوفوا انا يطلع لي الستريس تاعي وانا c'est quoi le médicament تاعي باش نحي الستريس bah c'est الدخان. Donc je vais continuer, tu vois. ونطيح في لا بوكل هذيك. وشنو هذيك الكلمه ديال شنو هي الكلمه الديكري منين ما كتبقاش كاع تشوف تالمون انت كتكمي كنت هذيك التصويره ما كتبقاش كاع تبان لك. كاين اللي كيقول لك بون كاين تصويره ديال لي بومون وي شو سميتها هذيك ترى ديكسيونير عندك كاع الكلام قاع. En fait ça dépend parce que عندك هذه تقدر تسميها لا نيوزي وحدها برك معناتها لو سيرفو تاعك يتبدل لا بيرسيبسيون تاعو دونك نحى سيغتين شوز ما كيبقاش يشوفها. Ouais, exactement. يتنحى parce que justement, alors soit عندك l'agnosie de façon générale, ce qui veut dire que le cerveau تاعك نحى quelque chose من la perception تاعو, soit عندك l'anosognosie et l'aide سميلها بالexamen en fait c'est genre le déni تاع la pathologie تاعك. واحد اللي يقول لك زعما ديك انا ماشي مريض alors que هو en fait مريض. لا انا ماشي اديكت هو كيكمي 20 exactement par exemple. انا الا بغيت نوقف راه نقدر نوقف امتى بغيت. Exactement. Et ben ça malheureusement c'est une addiction. Oui. Tout simplement. قلتي واحد الحاجه la première raison اللي قلتي c'est واحد la réflexion que j'avais fait pour moi c'était like mind blowing quand j'ai réalisé que beaucoup de gens كيقول لك انا راه بغيت نولي نثق في راسي انا راه بغيت نبدل حياتي مي à l'intérieur ما باغيش باسكو لو في اللي ما تايقش في راسو كيعطيه اون اكسكوز. وي بيان سور. علاش ما درتش هادي حتى انا ما تايقش في راسي ما درتش هادي ما تايقش في راسي علاش حيت الا جيت نثق في راسي خصني نبدا ندير هذيك الخدمه. الا تقت في راسي جوغي بلو ديكسكوز علاش انا ما درتش هذا البروجي علاش انا العلاقات ديالي خايبين الوغ انا نفضل يبقى ما نثقش في راسي كوم سا يبقى عندي واحد ليكسكوز اللي familiar اللي كتخليني في la zone de confort ديالي. Bien sûr parce que c'est facile. Tu sais pour fabriquer déjà une zone de confort ça nous prend des années. Alors imagine انتيا خدمتي واحد الدار tu as mis زعما 5 سنين باش خدمتي واحد الدار tu l'as décoré درتي لها لي بوجي درتي لها لا كولور تاعك et un jour نقول لك ما لازم تخرجي من الدار هذه. ben non attends كاع الوقت اللي درت باش نخدم الدار هذه ما حبيتش نخرج انا راني مليح في داري راني مزيان في داري. et ben le cerveau c'est la même chose كي تخدمي لو كونفور ديالك لا روتين تاعك لابيتود تاعك وواحد يبغي يخرجك منها c'est compliqué parce que tu vas juste voir les aspects négatifs du changement alors que le confort ça fait mal enfin ça fait mal non ça fait pas mal mais il y a des personnes qui souffrent en restant dans une situation. Prends les personnes par exemple qui ont un travail et qui ne sont pas heureuses dans leur travail mais qui ne veulent pas changer de travail parce qu'il y a le salaire à la fin du mois. Dis ouais mais Anis لو كان نبدا الخدمه ديالي ما عنديش la garantie comme quoi نسعى un salaire لو كان زعما نبدا l'entrepreneuriat ما عندي aucune garantie comme quoi نسعى un salaire alors qu'aujourd'hui OK راني en souffrance mais au moins على بالي بليك à la fin du mois عندي le salaire ديالي. La situation de confort à vie elle est très compliquée et je te jure que même moi je suis passé par là et tu le sens. Tu sais tu analyses et tu comprends que pourquoi les patients ils souffrent. Et moi quand je l'ai vécu je dis bah ouais c'est vrai que tu vois on est exactement comme mes patients. Le cordonnier mal chaussé tu vois. Maintenant je sais بلي que لازم نحبس الخدمه هذه بصح ça me fait du bien le fait de me dire que j'ai un truc de confort derrière moi. Et donc il faut aller chercher des ressources pour se dire finalement qu'est-ce qui aujourd'hui en fait tu fais un espèce de tableau où tu mets finalement les aspects négatifs de rester dans cette situation et les aspects positifs si tu changes de situation. Et tant que le tableau n'est pas comme ça en fait tu changeras pas. C'est ce que tu vois. Et donc soit tu le fais par toi-même soit le thérapeute يعاونك باش tu mets en valeur tu mets en lumière les éléments positifs اللي يقدروا يغلبوا justement les trucs négatifs. Et le jour où يغلبوهم la personne est capable de prendre une décision. Tu vois. Mais tant qu'elle هكذا في بالها هي ماشي اللي كنتي mais في بالها tant qu'elle est comme ça elle peut pas changer, c'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué. En fait ça demande une énergie que la personne dans la situation de souffrance elle n'a pas. Donc il faut l'aider.
سي تالمون انتريسون زعما لا سيونس اللي مورا هذا الشيء اللي الناس الا جاو يديروا داك ذا بالانس راه هذاك الشيء اللي زوين في هذيك الحاجه المشكل اللي عندهم Mm. خايب Ouais, ولكن ليهم زوين حيت اتس فاميليير exactement. سي فاميلي سي شنو اللي مولفين وكيفضلوا يكونوا في واحد الحاجه اللي فاميليير اللي عارفين كيفاش دايره كل حاجه اللي تكون زوينه ولكن انكونفورتابل اللي جديده Oui, عليهم c'est ça. كتعرف شي ناس اللي كيكونوا اون سوفرونس وتقول لي هاك نعطيك حاجه اللي احسن ويقول لك لا ولكن هادشي جديد عليا انا كنعرف انسان اللي قريب ليا اللي عمرني ما نفهم شحال اديكت هو اللي يتشكى كيبغي يتشكى حيت بحال اللي قلتي الا تشكى عنده لا طونسيون عنده لا بيتي ديال الناس كيبقى في راسو كيبقى في الناس كيعطيه دي زيكسكوز انا مسكين انا ما نقدرش انا هادي اي سي تري دور هادي كنسميوها العقليه ديال الضحيه فيكتيم مينتاليتي Ok, ouais, bah oui. اي سي اون اديكسيون ياك Bien sûr, c'est une addiction parce que, tu sais, quand on parle d'addiction, on pense toujours à l'objet. Tu sais, on pense toujours à la drogue, la cigarette, l'alcool. Non, l'addiction, elle est partout. L'addiction, elle est dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ta façon de penser. Le fait de penser d'une certaine façon fait que dans ton cerveau, à chaque fois qu'il pense comme ça, il gagne du plaisir, il ressent de la récompense. Et c'est une addiction. الوغ سي شيميك Bien sûr que c'est chimique. واخا يكون كيفكر حاجه نيجاتيف سون كور تالمون مولفه كيقدر يعطيه Exactement. دي هرمونز ولا دي كيميكالز ار بوزيتيف Absolument, parce que chimiquement intéressant. parlant, tu sais, qu'est-ce qui fait le chimique? Le chimique, c'est pas les éléments extérieurs, c'est toi qui fabriques ta propre pharmacie. Donc tes pensées à toi fabriquent la chimie de ton corps. Donc bien évidemment, si tu as des pensées négatives qui amènent une espèce de changement ou une espèce de désir dans ton corps, ben bien évidemment que tu vas produire cette chimie-là et donc tu vas devenir addict à cette pensée-là. La loi de Murphy, tu sais, le fait de tu attires que ce que tu veux. C'est quelqu'un qui est toujours négatif, il attire du négatif. Mais parce qu'effectivement, chimiquement parlant, il est prédisposé à accueillir du négatif. Par exemple, tu sais, les pilotes, comme tu sais, le fait que le cerveau ne voit pas la négation. Si tu dis à un pilote, d'ailleurs c'est l'une des règles d'or quand on forme un pilote et quand tu lui donnes des consignes de navigation, jamais tu lui dis par exemple n'allez pas dans cette direction pour qu'il évite un obstacle. Toujours tu lui dis allez dans cette direction. Qu'est-ce qui se passe? Tu incites la personne justement à éviter la négation parce que sinon il ne le verrait pas. Et quand quand tu fonctionnes de cette façon, tu favorises une espèce de comportement juste parce que psychologiquement, tu crées une chimie dans le cerveau. Donc, tout vient de la chimie. Et de toute façon, on est les plus gros drogués du monde. On Oui. fait que ça. Mais il faut qu'on leur donne une bonne nouvelle. Oula. On ne peut pas leur dire que c'est la chimie, si tu es comme ça, tu es bloqué comme ça. Ah, bien sûr que non. Alors heureusement. si la bonne nouvelle, c'est que si ton corps, il peut créer ça chimiquement à travers tes pensées pendant des années ou pendant des mois ou pendant je ne sais pas combien de temps, c'est que c'est aussi possible de changer la chimie de ton corps et de ton cerveau. Oui, en une fraction de seconde, tu peux changer la chimie de ton cerveau. C'est pour ça que la beauté, entre guillemets, de notre corps est qu'en fait, il a déjà tout ce qu'il faut en lui. Donc, peu importe la pathologie dont souffre la personne, tu peux effectivement changer ton corps pour faire ce qu'on appelle de l'homéostasie, donc retrouver un équilibre chimique pour justement partir de tout ça. Par exemple, tu prends le cas d'un fumeur que j'ai eu qui était un chef cuistot qui fumait énormément de cigarettes. Un jour, tu sais, je l'avais raconté en formation dans lequel, en gros, il est revenu de voyage et quand il est revenu de voyage d'Espagne, il avait pris un sac avec plein de paquets de cigarettes. Il arrive dans sa chambre et il y a sa petite fille de 12 ans qui tombe sur ce sac justement avec plein de cigarettes et quand elle l'ouvre, en fait, elle se met en pleurs. Et lui, il arrive et il voit son enfant en pleurs. Il était un énorme fumeur. Et pourtant, quand il me racontait l'événement, il m'a simplement dit qu'à Nice, à la seconde où j'ai vu ma fille pleurer comme ça, je n'ai plus jamais touché à la moindre cigarette. Et pourtant, il n'a fait aucune thérapie, il y a rien qui s'est passé. Si ce n'est l'élément, entre guillemets, choquant de sa fille qui a complètement changé la chimie de son corps. Et donc, effectivement, tu es capable de te sevrer d'une addiction toute seule. Tu es capable de te sortir de ta dépression toute seule. Tu es capable de te sortir de toute pathologie toute seule, mais des fois, c'est difficile. Donc, il faut te faire aider. C'est pour ça que le bon thérapeute, c'est pas celui qui va te substituer ta dépendance ou ton problème par quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui va juste te donner les outils pour que tu puisses t'en sortir toute seule. Tu vois. Mais on a les ressources en nous. Ça, c'est clair et net. Dieu nous a fait incroyablement bien. Et donc, si on est comme ça, bah, des fois, oui, ça sera difficile, des fois, ça sera pas difficile. Mais j'encourage juste les gens à accepter l'idée que quand ils souffrent, aujourd'hui, je pense qu'on est en 2024, c'est très important d'accepter déjà de souffrir. C'est très important d'accepter que c'est pas normal d'être en souffrance, tu sais, trop longtemps.
Souffrir, c'est normal. Avoir des douleurs, c'est normal et c'est important de souffrir parce que tu apprends le plaisir parce que tu passes par la souffrance. Par contre, souffrir trop longtemps, c'est pas normal. Souffrir trop longtemps fait que tu as besoin d'aide. Si tu as les ressources en toi et que tu arrives à t'en sortir, très bien. Si tu les as pas, il faut que tu aies le réflexe de demander de l'aide. Demander de l'aide à toute personne susceptible de t'aider. Que ce soit un professionnel de la santé, un coach, un psychologue, un médecin, quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est très très important d'avoir cette philosophie-là. Très beau message. D'ailleurs, en parlant de ça, comment est-ce que, pour qu'on revienne sur ton sujet, l'hypnose, comment est-ce que l'hypnose aide dans la dépression, dans l'addiction, dans l'anxiété? شنو كدير بالضبط اللي كتخلي l'hypnose تعاوننا في هذا الشيء؟ Ben, en fait, si tu veux, l'hypnose, elle agit différemment en fonction de la pathologie de la personne. Ça veut dire que on va essayer de regrouper, si tu veux, le travail de l'hypnose en deux parties. La première partie, c'est la même pour toutes les pathologies. C'est le fait de passer en état de transe. Le fait de passer en état de transe, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on va mettre la conscience de côté pour aller travailler sur ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la même chose pour toutes les pathologies. Maintenant, quand on arrive sur le deuxième segment thérapeutique, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle des protocoles. En fonction de chaque pathologie, tu vas avoir, entre guillemets, des dimensions, des façons de travailler sur la pathologie qui sont différentes. Par exemple, si je te prends le cas de l'addiction, si on prend l'addiction, tu as besoin de travailler sur plein de choses. Tu as besoin de travailler, par exemple, sur le circuit du plaisir. Tu as besoin de travailler sur le contrôle, le fait que la personne, justement, elle reprenne contrôle. Tu as besoin de travailler sur l'auto-hypnose pour pas qu'elle rechute facilement. Tu as besoin de travailler sur plein de petites choses. Et ça, c'est des protocoles en hypnose qui sont spécifiques. Ensuite, si tu prends par exemple la phobie ou le trauma, là, tu dois travailler avec des protocoles qu'on appelle d'exposition. Ça veut dire que je vais exposer la personne sous hypnose, donc on commence toujours par la mise en transe. Ensuite, je vais l'exposer à son élément de trauma, mais de façon graduelle. Vraiment de petits bouts, jusqu'à temps que je développe une espèce de tolérance par son cerveau. Ça veut dire, si Oumaima, toi, tu me dis, bah, Nice, moi, j'ai la phobie des chats, bah, ce que je vais dire, Oumaima, on va essayer de noter 10 situations face auxquelles, justement, tu peux ressentir cette phobie, cette espèce de situation de stress, et je vais te mettre en état de transe pour que tu sois justement dans cette espèce de conscience de côté et mon inconscient qui revient. Ensuite, je vais te dire, Oumaima, tu vas voyager sur chaque scène. Et on va faire ça petit à petit. Je vais commencer par la première scène, je vais te laisser quelques temps dedans pour que tu t'exposes, pour que ton cerveau s'habitue au fait qu'il n'y a pas de danger, que tu es zen, que tu es bien, etc. Et je fais ça sur chaque scène jusqu'à arriver à la scène la plus compliquée. Et au moment où ton cerveau accepte de vivre la scène la plus compliquée, ben en fait, tu rentres dans un état de tolérance. Ça veut dire que finalement, tu n'as plus cette réaction physiologique face à la phobie. Et ça, l'hypnose, justement, c'est comme ça qu'on travaille sur chaque pathologie. Mise en transe, et ensuite, tu as un protocole spécifique à la pathologie. وعطيني عافاك اكزومبل ديال الديبرسيون باسكو حاجه اللي Ah, كيعانوا dépression, oui. منها اكثريه الناس كيفاش تقدر تعاون؟ Alors, dépression indique plusieurs modèles. Par exemple, le dépressif, tu sais, je dis toujours une phrase qui est très importante pour comprendre un petit peu le truc. Le dépressif, c'est celui qui vit dans le passé. Et donc, quand tu vas chercher à le soigner, ben en fait, tu vas chercher dans le passé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le ramener de façon inconsciente, parce qu'on est encore une fois donc, en hypnose. Donc, premier état, état de transe. Deuxième étape, tu vas ramener le patient à un souvenir agréable. Tu vas lui faire vivre en fait des moments agréables. Et si tu veux, étant donné qu'il est dans un état de transe, ça veut dire qu'il n'est pas conscient du travail entre guillemets intellectuel. C'est-à-dire qu'il est juste en train de voyager, il est juste en train de rêver. Et vu qu'il est en train de rêver des moments positifs, en fait, tous ces moments positifs vont envoyer dans son corps des éléments positifs, donc des hormones واو. positives. Et c'est comme ça que tu recrées du lien entre l'esprit et le corps. Parce que le dépressif est une personne qui malheureusement est en presque déconnexion entre l'esprit et le corps. Il n'est plus capable, ou du moins très compliqué pour lui, d'avoir une façon de raisonner très logique. Et donc moi, je laisse ça de côté, je laisse la logique de côté pour aller chercher ses ressources ailleurs. Tu vois? Et donc ça, c'est le premier travail. Un autre travail que tu peux faire avec le dépressif, c'est oublier le cerveau pour travailler sur le corps. Parce que le dépressif, malheureusement, tu sais, il a ce qu'on appelle une anédonie, donc une absence totale de plaisir. Il a un trouble, enfin, il a une humeur extrêmement triste. Il peut même avoir des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'au niveau du corps, en fait, il ressent une déconnexion. Il n'est plus connecté au plaisir parce qu'il ne ressent plus le plaisir. Et bien moi, je vais partir de son corps pour envoyer des signaux vers la tête, de sorte à recréer les deux. Parce que des fois, tu as des signaux qui partent du cerveau au corps et des fois, tu as des signaux qui partent du corps au cerveau. Et bien pour le dépressif, l'objectif, en fait, c'est de le reconnecter à son corps en faisant une réassociation pour que justement, il sente que sa main est parfaitement bien. Il sente que son dos est agréable. Il sent que ses jambes sont reposées. Et quand il sent ça, en fait, tu es en train de lui donner des petites piqûres d'antidépresseurs, de morphine, de plaisir, etc. Et donc, chimiquement parlant, tu crées un petit équilibre. Et donc, ça lui fait du bien.
Voilà comment tu peux travailler avec un C'est dépressif. extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rendu émotionnelle Mais de c'est savoir normal. l'impact qu'on peut avoir avec l'hypnose et ce qu'on peut faire avec, au-delà des médicaments et de la thérapie pendant Absolument. 10 ans, etc. Absolument, c'est exceptionnel parce que justement, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, tu sais, j'ai beau passer des années à comprendre ce que c'est que l'hypnose, mais je te promets que je reste moi-même émotionnel à chaque fois que je soigne quelqu'un, quand je vois dans ses yeux, tu sais, généralement mes patients, ils pleurent pendant une séance parce Mm. qu'ils se libèrent. Et tu l'as vécu, toi d'ailleurs. Oui, Et pourtant, tu n'es pas forcément consciente sur le moment, mais tu te libères. Et quand la personne ouvre les yeux, souvent, elle attend une explication. Et j'explique ce qui s'est passé, j'explique neurologiquement qu'est-ce qui s'est passé, mais à l'intérieur de moi, tu sais, je suis encore un enfant. Je me dis, mais comment c'est possible que rien qu'avec des mots, cette personne a pu voyager dans son enfance, a pu travailler sur ses traumatismes les plus profonds, comment est-ce qu'elle a pu retrouver un minimum de plaisir alors que sa dépression la prive de plaisir depuis des semaines, et rien que de sentir ça alors que je ne lui ai pas donné de médicaments, je l'ai à peine touché, il n'y a rien, naturel. mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et Ouais. finalement, quand tu regardes nos ancêtres, tu sais, c'est un souvenir que je garde et qui m'a toujours rendu émotionnel. Quand j'étais malade, tu sais, quand j'étais petit, j'avais souvent une otite. Et ce que je disais à ma mère, tu sais, ma mère, elle essayait toujours de mettre de l'huile d'olive, des trucs et tout, et ça faisait du bien. Et un jour, je me rappelle très très bien de ce moment-là, j'ai dit, en fait, je veux vraiment ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, ma grand-mère, à chaque fois que j'avais mal aux oreilles, tu sais, elle me posait contre elle et elle me chantait, tu sais, elle me berçait juste avec du chant. Et je te jure que je me suis senti. En fait, j'ai gardé en tête cette espèce de. La voix qu'elle avait était beaucoup plus thérapeutique que n'importe quel médicament. Et ma mère, un jour, bah, du coup, elle s'est un peu moquée de moi quand je lui ai dit, quand j'ai commencé à avoir mal aux oreilles. Et je lui ai dit, mais elle est où, grand-mère et tout? Parce que j'ai besoin d'elle pour ne plus avoir mal. Et du coup, je me rappelle très très bien, c'était la nuit. Et mon père est parti chercher ma grand-mère qui vivait, genre, tu sais, un peu loin et tout. Et il est parti la chercher juste pour ça. Et du C'était coup, ton je te jure, médicament. ouais, je te promets, c'était vraiment mon médicament. Et donc, tu vois, comme quoi, finalement, l'hypnose, en fait, on le vit déjà C'est depuis ça, longtemps. Tu vois, cette exactement. espèce de suggestion, comme l'exemple là de la maman qui soigne le bobo magique, on le vit déjà au quotidien. Mm. Donc, les études qui nous ont montré que l'hypnose permet vraiment de changer la structure du cerveau, permet vraiment d'activer des zones qui sont d'habitude éteintes, en fait, nos ancêtres le savaient déjà. Avant l'IRM, avant les outils d'imagerie, ils l'utilisaient déjà. Et donc, nous, on est juste un peu plus doués parce qu'on a la technique et la technologie qui nous confirme que ce qu'on fait a vraiment un impact On dans a le beaucoup cerveau. plus de recherches en Exactement, plus, c'est ça. etc. C'est ça. Alors là, c'est déjà les pathologies qui sont plutôt simples, on va dire. Mais tu m'as raconté des choses qui sont vraiment encore plus extraordinaires par rapport à ce que tu faisais avec l'hypnose, que les choses que tu as fait en clinique, que ça soit pour des femmes enceintes that are giving birth ou pour que ça soit en anesthésie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, tu sais, en France, par exemple, en Europe, l'hypnose est bien plus développée, bien évidemment. Ça veut dire que dans les hôpitaux, par exemple, tu as beaucoup de services qui intègrent de plus en plus l'hypnose. Et parmi ces services-là, tu as tout ce qui est accouchement. Effectivement, accouchement, aujourd'hui, on accompagne des gens sous hypnose. Et c'est très intéressant parce que tu as deux mécanismes. Premier mécanisme, déjà, tu aides la personne à enlever la douleur. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle de l'anesthésie virtuelle sous hypnose. C'est-à-dire que tu peux couper la main de quelqu'un en étant complètement sous hypnose et il ne sent absolument rien. Ça, c'est la première chose. Et donc, en fait, dans l'accouchement, la personne accouche en faisant une péridurale virtuelle. Tu vois, donc tu lui fais une espèce de péridurale sous hypnose sans aucune douleur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, très souvent, les femmes qui accouchent sont épuisées parce qu'on n'a pas assez de force justement pour pouvoir pousser. Et bien toi, tu peux essayer justement grâce à l'hypnose de focaliser leur intention et d'augmenter presque le tonique musculaire pour leur permettre de pousser facilement. Donc, c'est les deux éléments qui fonctionnent extrêmement bien et ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est même les patients qui font la demande. Tu vois, quand tu arrives face à ton chirurgien la première fois et qu'il t'explique un peu l'opération, tu as des patients qui aujourd'hui demandent est-ce que vous pourriez me le faire sous hypnose? Donc, tu as des hôpitaux qui sont équipés pour ça et tu as des hôpitaux, malheureusement, et ensuite, c'est en chirurgie. En neurochirurgie, par exemple, effectivement, là où j'étais du coup à Poitiers, un laboratoire en neurochirurgie dans lequel l'objectif c'était d'implanter des électrodes le dos pour que la personne, justement, c'est des personnes qui souffraient de douleurs très chroniques. Ça, c'est des personnes, les CEO, gars les médicaments et rien n'a marché. Donc la seule option pour eux, c'est de mettre une électrode électrique dans le dos pour que l'électrode électrique elle envoie un signal vers le cerveau pour réduire la douleur. Le problème, c'est que les personnes ados qui délirent la chirurgie, لازم يكونوا فاطنين. Parce que لازم تسقسيهم pendant que l'opération, قولي لي أميمة est-ce que راكي تحسي حاجة est-ce que تحسي هكذا. Donc لازم لهم une anesthésie وين ما يرقدوش ما ينعسوش. Donc la seule solution c'est l'hypnose.
Donc درنا لهم justement des neurochirurgies sous hypnose où انت هضري مع la personne pendant qu'elle l'opération elle dure à peu près 1 heure et demie et bien pendant toute l'opération et هما ما كاش l'anesthésie ما كان والو l'anesthésie وانت تهضري معاها وما تقولي كيحسوا لها حتى كيف حاجه. الريستورون كيف البحر كيف سموت وهي الشيروجي يدخل لك البرا دي زيغو هكذا في الدو ça fait super mal mais هي ما تحس absolument والو. هادشي راه صعيب يتفهم صراحه، صعيب يتفهم. Ah الناس اللي يلاه كيسمعوا ouais هادشي je sais. اللي تقول لي هادشي راه صعيب بزاف مي. Et pourtant, شوفي باش تفهميها facilement شوفي لو كان تشدي واحد باغ اكزومبل عنده une douleur chronique تشديه تسقسيه قولي له اسكو كاين في لا جورني une seconde وين ما تحس والو يقول لك وي effectivement وين زعما لا دولور ما كاش une seconde ولا 2 oui. secondes يقول لك وي ما كاش et ben comment ça se fait في المومون هذاك ما كاش لا دولور واش يقول لك c'est parce que l'attention تاعي راحت ailleurs parce que j'étais concentré sur autre chose et j'ai oublié la douleur. زعما C'est اللي ça. اصلا كيكون عنده اون دولور Oui, il a عنده une كيقول douleur. لك كاين مومون Exactement. Tu vois هاوليك ليكزامبل نعطي لهم. حيت ما كنتش راد ليها البال. Eh oui. كنت مشيت لشي بلاصه. Exactement. شوفي انت لو كان طيحي باغ اكزومبل تسعي نابورت كال دولور نقول لك اميمه شوفي لا دولور تاعك توجعك تقولي لي وي توجعني اكسيتيرا قولي لي برك اسكو لا دولور هذه كاع لي سكوند راهي هنايا اي بان نو تقولي لي كاين واحد المومون وين لا دولور هذيك مشات شويه بوركو مشات باسكو السيرفو تاعك il t'a fait voyager quelque part. هذه هي اللي نديرو في l'anesthésie زعما on fait partir la conscience تاع la personne ben justement la douleur تروح de côté donc c'est tout à fait possible. واو انا راه هادشي راه C'est fou, hein. سمعتو شحال من مره وباقي كيصدمني وكنصور الناس اللي كيتفرجوا دابا راه Et ben la خلاص. prochaine fois اللي ديري l'anesthésie نعيط عيطي لي عليك. نديرو avec grand plaisir. احسن حاجه. Peut-être la première fois je vais me louper ça sera avec toi justement. Alors là, j'espère pas. On est en pleine opération. Non, c'est tellement facile, effectivement. Mais bien sûr, il y a toute une préparation. Hein. Ça se fait pas comme Bien ça. C'est sûr. pas de l'hypnose de spectacle. C'est vraiment, oui, il faut que tu viennes avant l'opération, un jour, 2 jours. Il faut que je fasse des tests parce que qu'il y a des personnes, les mecs de l'ouche, ils disent de la première fois. Il y a des personnes, les séances, ils préparent à atteindre le niveau. Et une fois que je vois que tu es réceptif, l'hypnose, tu rentres dans le cas où, ok, on peut faire l'anesthésie avec Kintia. Donc il y a quand même une énorme préparation pour ne prendre aucun risque. Et par exemple, même les blocs opératoires, qu'il y ait toujours un anesthésiste. Au cas où il y a un problème ou là, il faut toujours que l'anesthésiste il soit prêt à intervenir. Voilà, donc, bien ça, sûr, c'est c'est fait quand rassurant. même. Oui, bien sûr, c'est quand même fait de façon très sécurisée. Absolument. بغيت ندخلوا في واحد لو سوجي اللي كنطيحوا فيه بزاف بارابور الناس اللي عندهم فيكتيم منتاليتي عقليه ديال واحد ديال ضحيه. انا شو correct me if I'm wrong قول لي انت غلطه ولكن انا كنظن باللي السعاده اختيار. عرفتي شنو هي السعاده؟ Ah oui, bien sûr. Happiness. Oui, bien sûr. الوغ السعاده اختيار. علاش؟ حيت كنظن الحاجه اللي تقدر تخدم ماشي شي حاجه اللي الي اني فينا، حاجه اللي نقدروا نخدموا عليها بحال لا غراتيتود بحال الثقه في النفس. اون فيت اي حاجه اللي tu dois pratiquer. سي حاجه اللي خاصك tu pratiques et le plus tu la pratiques le plus elle devient automatique. Bien sûr. هي انايا effectivement peut-être que عندي une facilité le bonheur ولا la paix ولا la joie parce que بابا علمني بزاف لا غراتيتود من صغري وعاني بالزهر اللي عندي كان كيقول لي من صغري وميمه واش عرفتي كنكونوا جالسين ما علينا ما بينا وميمه واش دابا كتصوري معايا انت جالسه وقلبك كيدق دابا انت جالسه ولي زورغان ديالك خدامين وانت ما كتفكريش. هذه هي الصح سي لي بتي ميساج هكذا اللي يربوا العبد. اكزاكتومون. ولا كنكونوا غاديين في الطريق وكيقول لي ميمه شوفي لي بيزاج شوفي اللوان شوفي هذه. Et je trouve ça vraiment je me sens chanceuse اللي عطاني هادشي باسكو بصح عاوني يعطيني واحد لا فاسيليتي اللي نكون فرحانه ولا نشوف ديما حاجه زوينه في الحياه ولا اكثريا نعيق بالزهر اللي عندي اللي هادشي اللي كنعيش ما كنعيش حتى حاجه حاجه عاديه. ماشي حيت ولفتها ماشي حيت عندي كل نهار باللي ولفتها لا منين كناخذ دوش عرفتي كنحس بكاع لما كنقول على الزهر اللي عندي نقدر ناخذ هاد الجوج. اي دوكو بور مو بصح كاين الناس اللي عندهم ان انفيرونمون كي فافوريزي هاد لو كومبورتمون هاد لي بونسي اي كاين الناس اللي ممكن ليهم حتى هما غير خصهم يخدموا ان بو بلوس. هضرتي لينا في لا فورماسيون اللي كنا كنديروا معاك على نيت لي جين. على كوا لي جين لي جين وي باللي كاينين الناس اللي عندهم دي جين اللي كيعاونوهم في لا بيرسيفيرانس في لو كونترول شحال من حاجه وكاين اللي يمكن عندهم ناقصين شي شويه ولكن اسكو tu peux nous confirmer que effectivement c'est possible de changer les gènes de changer des chemical and biochemical phases of your body. Ouais, bien sûr. Alors, les gènes, tu ne peux pas les changer, entre guillemets. Ça veut dire que tu as un ADN qui est codé avec une personnalité, un comportement.
Par contre, tu peux le faire évoluer, cet ADN-là. C'est-à-dire que tu peux faire évoluer ton comportement. Tu sais, en 2011, on a fait une étude pour comprendre, c'est en Irlande, pour essayer de savoir est-ce qu'on est criminel ou est-ce qu'on le devient. C'était une étude extrêmement Je intéressante. peux donner une hypothèse? Oui, bien sûr. Vas-y, dis-moi. C'est un peu des deux. Mais Mais plus on le devient. Alors, du coup, la réponse de cette étude était que, effectivement, il existe un gène du criminel. Tu vois, c'est un gène très spécifique qui s'appelle le CIM, je crois, 117, un truc de ce genre-là. Mais effectivement, il existe un gène typique qu'on retrouve quasiment chez tous les criminels. Donc, moi, c'était un cours de psychologie que je faisais en licence 3 pour comprendre finalement, tu sais, qu'est-ce qui motive nos comportements. Est-ce que c'est notre environnement? Est-ce que c'est nos gènes? Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que c'est l'influence de nos pères, etc., etc. Et effectivement, la part de gènes représente une part qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, c'est le grand débat de la psychologie, l'inné versus l'acquis. Tu vois, quand tu prends Mowgli, c'est un enfant. Tu sais, l'histoire de Mowgli, c'est une vraie histoire, hein. C'était un vrai garçon de 11 ans qui a été retrouvé à l'âge de 11 ans, du coup, qui a grandi auprès des loups. Et tu sais, du coup, il se comportait vraiment comme un animal. Et quand on l'a scolarisé, il a complètement changé de comportement. Donc, les innéistes, les personnes qui pensent qu'effectivement, on est avec une façon d'être, etc., on dit que l'histoire de Mowgli montre que si toi, je te mets dans un autre contexte, tu ne seras pas la même personne. Je peux changer complètement. Ça, c'est clair, absolument. C'est-à-dire que même si tu es prédisposé à être un humain avec des désirs, avec une façon de fonctionner, si je te mets auprès des loups, tu seras une louve, que tu le veuilles ou pas. Oh. Et d'autres, exact, mais tu le fais bien en plus. Tu seras une bonne louve, du coup. Une chef de meute peut-être. Et du coup, à l'inverse, si effectivement je prends quelqu'un, voilà, si on fait le système opposé, ben en fait, tu vas te retrouver avec la possibilité d'être condamné à certains gènes. Par exemple, tu as des personnes, tu prends, je sais pas moi, des personnes qui ont réussi. Alors, je sais plus qui c'était. Comment il s'appelle? Tu sais, ils ont fait un documentaire sur lui, là, le criminel. Non, pas Jeremy. Qui c'est? Jérémy? Dahmer. Exactement, Dahmer. Ouais. Par exemple, lui, tu vois, il était prédisposé à être quelqu'un de brillant. Et pourtant, ben, regarde ce qu'il a fait de ça. Et d'ailleurs, si tu prends les plus grands criminels de l'histoire, c'est des génies. Intelligents. C'est des génies, tu vois. Et donc, normalement, ils ne sont pas prédisposés à être comme ça. Et donc, l'environnement a complètement changé ce qu'ils étaient supposés faire. Si tu prends Arnold Schwarzenegger, tu vois qui c'est, Arnold Schwarzenegger? Ça va? C'est peut-être le mec le plus connu du monde. Oui, exactement. Ah, punaise. Donc Arnold, du coup, tu sais, c'est un gros bodybuilder dans les années 70, 80 et tout. Après, il est devenu gouverneur. C'est un intellectuel qui a fait ingénieur, etc., etc. Si tu regardes son enfant, normalement, il a les gènes de quelqu'un qui est censé, entre guillemets, prendre soin de lui. Et pourtant, il est obèse. Il souffre d'obésité aujourd'hui. Tu vois? Donc, il avait les gènes pour être bien. Mais l'environnement, parce qu'il a divorcé Arnold de sa femme, il s'est retrouvé avec la maman. Et la maman ne l'a pas du tout correctement pris en charge. Et du coup, il a fini obèse. Donc, c'est le débat éternel. Est-ce que effectivement nous resterons ce que nous sommes définis à rester, ou est-ce que c'est notre environnement qui change tout? Et la bonne réponse, effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est un peu des deux. Tu vois, c'est un peu des deux. C'est juste que des fois, l'environnement prendra le dessus, et des fois, c'est la génétique qui reviendra, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est un peu la part des deux. Même si moi, je suis plus du côté behavioriste, ou plutôt le côté environnement, où je me dis qu'effectivement, moi, en tout cas, avec mon expérience de clinicien, 90% des pathologies que je vois sont générées par l'environnement. Malgré le fait qu'il y a des gènes... Absolument. Gènes ou pas gènes, finalement, les gènes, tu n'en prends pas conscience. Oui. C'est-à-dire que quand tu en prends conscience, en fait, il est trop tard déjà. C'est-à-dire que tu as la pathologie et c'est quand on t'explique la raison qu'on te dit que tu as les gènes. Mais toi, tu n'es pas censé savoir que tu as des gènes défaillants. Tu vois, quand tu arrives dans une... je sais pas, quand tu prends les orphelins, par exemple, tu as des orphelins dont le père était, par exemple, un donneur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu le père directement, mais qui finit par être criminel. Tu vois, alors qu'il a grandi dans une famille normale et tout. Et quand on fait le lien paternel, on découvre que biologiquement, il était rattaché à un homme qui était effectivement un criminel. Mais là, ce qu'on découvre, c'est aussi que le cerveau, il est très malléable et il peut changer. Ah, ça, c'est très possible. C'est la force du cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Exactement. La faculté du cerveau à changer du jour au lendemain parce qu'il a besoin de s'adapter. Tu prends quelqu'un qui fait un AVC. Un AVC, tu sais, alors qu'il soit ischémique ou transitoire, ou hémorragique plutôt, tu vas forcément avoir une défaillance quelque part. C'est-à-dire que dans ton cerveau, à un moment donné, il y a quelque chose qui pète. Quand ça pète, on ne va pas le réparer à l'intérieur. On ne fait pas de neurochirurgie pour aller, enfin bien sûr, pour recoudre, mais on ne répare pas ce qui est cassé. Mais le cerveau se répare tout seul.
C'est ça la neuroplasticité. C'est qu'en fait, le cerveau est plastique. Ça veut dire qu'il est malléable et donc il change. Tu vois, au fur et à mesure du temps, quand tu es un enfant, ton cerveau se développe de l'arrière vers l'avant. Donc, au fur et à mesure que tu encodes les informations, ton cerveau change de forme. Et donc, il garde cette possibilité-là toute notre vie. Et de tout le cerveau, tu as une seule partie qui continue d'évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu as une idée laquelle c'est? Prefrontal. Non, là, tu es en train de me parler d'une zone du cerveau. Moi, je te parle en gros d'un organe très spécifique dans le cerveau. En fait, si tu veux, comment? Qui peut changer? C'est pas qui peut changer, c'est qui ne s'arrête jamais de grandir. Tu nous as dit en plus en cours. Je l'ai dit effectivement, mais très seuls les rapidement. plus assidus ont pu retenir ce mot-là. Attends. En fait, si tu veux, alors je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes un peu mieux l'idée. En gros, ce qu'on appelle la neurogénèse. Dans le cerveau, ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est le fait qu'il y ait des neurones, en fait des nouveaux neurones qui se produisent tout le temps pour s'adapter, etc., etc. À un moment, à l'âge de 25 ans, 30 ans, le cerveau s'arrête. C'est-à-dire qu'il ne produit plus de nouveaux neurones et là, tu passes dans une forme de dégénérescence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais à partir d'un certain âge, le cerveau en fait n'accroît plus sa quantité neuronale. Ça veut dire qu'il ne fait que dégénérer petit à petit. Attends, excuse-moi, on va faire une pause ici pour que je comprenne bien. Mais il est toujours possible de créer de nouveaux neural pathways, even if we're older. Alors là, tu parles de pattern ou de connexion. Oui. Moi, je te parle plutôt de quantité de neurones. Ça veut dire que c'est comme si je te disais, toi, Oumeima, jusqu'à l'âge de tes 25 ans, en fait, ta quantité de neurones, elle fait ça. Quand tu arrives à 25-30 ans, tu as atteint ton socle, tu as atteint la limite. Donc là, tu es à 100 milliards de neurones. À partir de 30 ans, tu ne peux plus produire de nouveaux neurones. Tu peux changer les connexions que tu as, mais tu ne peux plus produire de nouveaux neurones. Donc à partir de ce moment-là, ça commence à dégénérer. Et ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui n'est pas dans la science, qu'est-ce que ça veut dire, rien dire de ne plus avoir plus de production de neurones? Alors ça veut juste dire que en fait, la maturation, c'est ce qu'on appelle la maturation cérébrale, de l'âge enfant à l'âge adulte, elle a une limite. À un moment donné, elle s'arrête. Comme par exemple la testostérone. Tu vois, tu as des hormones de l'homme, par exemple, à l'âge de 30 ans, la testostérone de l'homme, que tu le veuilles ou pas, mais elle commence à descendre. C'est obligatoire parce que ça permet au corps, entre guillemets, de se protéger d'une certaine façon. Donc la maturation cérébrale, c'est le fait, alors c'est pas pathologique, bien évidemment, il n'y a pas de conséquences ou quoi que ce soit, on ne le voit absolument pas, mais c'est juste que neurobiologiquement parlant, les neurones, à un moment donné, ils ont atteint leur sommet, leur limite, et donc ils commencent à dégénérer. Mais tu as une seule partie du cerveau qui continue de produire de nouveaux neurones. Et cette partie-là, c'est l'hippocampe, la mémoire. D'où le fait que la mémoire, c'est notre plus beau trésor. D'où le fait qu'aujourd'hui, les meilleures thérapies, obligatoirement, doivent travailler sur la mémoire. Et d'où le fait que l'hypnose est l'une des seules thérapies, justement, qui est capable de retrouver des souvenirs très lointains encodés dans la mémoire qui représentent une problématique, une croyance limitante, un trauma ou des choses comme ça, justement, pour pouvoir travailler dessus. Alors, et pour les personnes qui disent... tu vois, c'est un mythe, je trouve qu'on l'utilise beaucoup sur les réseaux, à travers les réseaux, etc. C'est qu'on dit, ouais, mais moi, I don't have the chemicals to be happy. J'ai pas the chemicals to be happy. J'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, ouais, bien sûr. Pour eux, c'est pas possible. C'est plus possible, en tout cas, à cause de leur gène ou leur environnement ou what happened in their life. Ouais, alors c'est bien évidemment scientifiquement faux. Parce que du coup, tu ne peux absolument pas déjà ressentir ça, développer ça, c'est impossible. D'autant plus que la seule façon de ne pas être chimiquement capable de ressentir le bonheur, c'est uniquement dans le cas pathologique. Si tu es atteint d'une pathologie, effectivement, tu peux être chimiquement conditionné pour ne pas ressentir le plaisir, comme la dépression. La dépression, parmi les symptômes et les critères diagnostiques de la dépression, tu as ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence totale de désir ou de plaisir. Et donc, chimiquement parlant, effectivement, tu ne produis pas de plaisir. Ensuite, tu as une autre catégorie de personnes qui vont avoir une espèce de « je ne ressens pas vraiment le plaisir », du moins, les émotions sont pour moi un vrai mystère. Tout ce qui est sociopathie, psychopathie. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, mais tu ne l'as pas dit. C'est moi qui l'ai dit le premier. La prochaine fois. Donc, on va dire c'est que dans ces deux situations que tu peux être conditionné par ton aspect chimique. Sinon, toutes les autres situations normales, typiques, non, il n'y a pas de situation. Mais est-ce qu'on peut changer ça? C'est ce que I want to come with a conclusion. Est-ce que quelqu'un qui a une dépression, même s'il a l'anédonie, il ne peut plus sentir de plaisir, c'est possible pour lui de changer ça? Absolument. Parce il n'est pas condamné à ça pour le restant de sa vie. Bien sûr, évidemment, parce que justement, il est en dépression et la dépression est la pathologie. Parce que si on appelle la dépression une pathologie, c'est que forcément, elle a un début et donc forcément, elle a une fin.
C'est ça l'idée. Donc, bien évidemment, s'il y a une fin, c'est que la fin, c'est justement que l'anédonie disparaît. Parce que tout ça, c'est éphémère. Peut-être que pour certains, la dépression va durer un mois, peut-être que pour d'autres, c'est 2 mois, peut-être 6 mois ou peut-être un an. Mais bien évidemment, une dépression, elle est prise en charge correctement, tu en guéris et donc tu retrouves le plaisir. Évidemment, tu retrouves l'équilibre hormonal, chimique et cette fameuse homéostasie corporelle. Et comment, si tu peux nous donner un exemple? En thérapie, tout simplement. En thérapie, tu peux retrouver justement cet équilibre-là, soit en travaillant avec tous les outils qui existent aujourd'hui, que ce soit la Mm. TCC, l'hypnose et tout, comme je te disais tout à l'heure, en reconnectant le corps justement à ce qu'il a pu ressentir autrefois, en travaillant aussi en parallèle avec le côté médicamenteux, parce que le médicamenteux agit sur le chimique. Et tu sais, quelqu'un qui est dépressif, il a dans son cerveau l'incapacité de garder ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, la molécule du bonheur, en gros, quand tu es dépressif, tu sais, la molécule de la sérotonine, elle est produite par ton intestin, elle arrive dans le cerveau. Le seul problème, c'est que chez le dépressif, quand la sérotonine elle arrive, en fait, tu n'arrives pas à la retenir. Tu vois, ça Comme tombe. le jeu là dans les arcades. Exactement, c'est exactement Hmm. pareil. Sauf que quand tu donnes un antidépresseur à la personne, donc les Hmm. inhibiteurs par exemple de la sérotonine, recapture de la sérotonine, ben en fait ce qui se passe c'est que J'arrive. du coup ça va agrandir les jeux comme ça et donc tu vas les retenir plus facilement. Tu vois. Et quand tu les retiens plus facilement, eh ben c'est là où justement tu retrouves ce fameux équilibre chimique. Alors c'est possible, c'est le plus important Absolument qu'on peut possible. dire pour eux. Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Absolument. Tu peux très très bien t'auto-hypnotiser. C'est ce qu'on fait, comme je t'ai dit, toute la journée. Des fois, effectivement, quand on part un peu dans la lune, c'est une forme d'auto-hypnose. Sauf que ce que je conseille aux gens, c'est que si vous voulez vivre une vraie auto-hypnose, vaut mieux tout d'abord commencer par une thérapie sous hypnose où la personne, c'est l'hypnothérapeute qui va te conditionner, qui va t'apprendre comment bien vivre une auto-hypnose. Parce que si tu le fais toute seule, tu peux le faire, mais tu n'auras jamais à un niveau aussi intense, aussi profond que si c'est l'hypnothérapeute qui te l'apprend en premier lieu. Waouh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup appris dans cet épisode. Mais tu seras interrogé, hein, je te dis. Mais oui, j'aurai le test moi après, pas eux. Exactement. J'aimerais bien qu'on finisse cet épisode. Je veux bien que tu nous parles un peu plus de ton institut. Qu'est-ce qui différencie NeuroHeal avec d'autres instituts? Ben, écoute, l'Institut NeuroHeal, si tu veux, c'est tout d'abord une famille. Donc, c'est quelque chose qui nous Je représente confirme. énormément. Tu vois, tu le confirmes. Tu as été accueilli dans cette famille Oui. à bras ouverts, justement, et je suis très, très contente de t'avoir parmi nous. Et donc, ça, c'est la première chose qui nous, entre guillemets, pas qui nous différencie, mais qui vraiment symbolise toutes les valeurs qu'on veut, on veut voilà, mettre en avant aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est très humain, mais on n'oublie pas qu'on a besoin d'une rigueur scientifique pour tous nos contenus. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui peut manquer des fois à certaines formations. C'est pour ça que moi, je reste extrêmement, entre guillemets, je laisse une grosse concomitance ou un gros parallèle entre, OK, je suis presque votre ami en formation, j'essaie vraiment d'être votre grand frère ou j'essaie vraiment d'être très proche des gens, mais par contre, il y a quand même un cadre scientifique sur tout ce que je vous apprends. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est vraiment le côté où on travaille au service des patients. Et donc, on a une éthique et une déontologie qu'on veut vraiment mettre en avant pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut aider tout le monde, mais il y a des façons de bien faire les choses. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Ça veut dire que nous, nos formations, on fait des prix qui sont très bas, pas parce que justement notre produit n'est pas qualitatif, mais parce que justement on veut ouvrir l'accès aux gens justement à des services de haut gamme, tu vois, des services vraiment où tu as de la science, où tu as vraiment des outils pratiques qui permettent justement de faire des thérapies brèves en disant aux gens qu'en fait, si vous vous formez avec nous, non seulement vous aurez la rigueur scientifique, non seulement vous intégrez une vraie communauté qui regroupe énormément de cliniciens, de chercheurs à travers le monde, mais en plus de ça, vous allez sortir avec vous-même déjà une forme de thérapie pour pouvoir aider les autres beaucoup plus facilement et vous sentir légitime à faire ce que vous faites. Parce que c'est extrêmement important aujourd'hui en fait, d'aider les autres en étant déjà prêt à le faire. Et nous, on ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas prêt. Et ça, c'est vraiment le message extrêmement important que nous, on essaie de mettre un peu en lumière dans notre institut. Je peux vraiment attester et confirmer tout ce que tu as dit et je vais préciser surtout la rigueur scientifique. Moi, pour moi, c'est un challenge pour moi. Il faut que je trouve une question que tu ne peux pas répondre, qui est liée à la science, la psychologie, la médecine. C'est vraiment Il y en a, incroyable. il y en a forcément. Ouais, il y Ok, en bah, a forcément. je vais chercher comme ça le yes. Je suis prêt à relever le défi avec grand plaisir. Mais bien sûr, oui, il y a plein de choses. Et c'est intéressant que tu parles de questions parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est aussi nos formations. C'est-à-dire nos formations, quand tu viens en hypnose, et je pense que tu l'as vu, Oui. on ne parle bien évidemment pas que d'hypnose parce que nos formations à nous, c'est d'aborder toutes les problématiques. Moi, Ouais. l'une de mes étudiantes ou l'un de mes étudiants, quand il vient en formation, c'est pas uniquement pour qu'il apprenne l'hypnose ou la TCC ou comment devenir coach ou comment devenir formateur, c'est aussi pour retrouver des réponses aux questions que personne ne peut lui donner. Et moi, je m'en suis fait une passion que justement d'être le rempart, entre guillemets, à toutes les frustrations intellectuelles
que les étudiants peuvent avoir. Mais tu sais, c'est comme ça que je décris la formation à mes amis quand j'en parle. Je dis tout le temps, j'ai jamais vu une formation où, on va dire, allez, à 60%, tu nous parles, tu nous expliques, mais à 40%, c'est juste des discussions, Ah ouais, des c'est beaucoup de questions qui questions. partent de là à là. On parle de tout type de sujet et c'est super Ouais, informative. Et c'est vraiment, comme tu as dit, on sent on est en famille, on est en ouais, train de s'entraider, c'est on très est en train important. on est en train de créer un réseau, quoi. Absolument. Et les questions sont toujours pertinentes et les réponses sont toujours très, très pertinentes aussi. J'aimerais bien que tu nous parles. Bon, moi, je vais parler du fait que tu as un livre. Aujourd'hui, il est ouvert, il est accessible sur Amazon. Absolument, Toujours ouais. Le plus. premier livre, ouais, toujours plus, Toujours la plus. phrase qu'on m'a dû me répéter, je crois, toute ma vie, justement. À chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais, mais non, mais Anis, toujours plus, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai. tu vois, je pense que tu l'as peut-être vu en formation aussi, où c'est toujours plus. Même Donc dans ça, ton sens de l'humour, c'est toujours plus. c'est vrai, c'est Toujours pas faux. plus. J'essaye de l'améliorer au fur et à mesure, mais ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, le livre, le premier, c'est juste pour dire aux gens qu'aujourd'hui, si vous voulez vous former avec moi, si vous voulez apprendre à mes côtés, j'ai envie que vous sachiez qui je suis, en fait. C'est très important pour moi parce que j'ai une vraie passion pour l'écriture. J'ai vraiment envie de transmettre plein de choses, toutes mes connaissances, etc. Et donc, en faisant des livres sur la psychologie, l'hypnose, la TCC, la médecine, etc. Mais j'ai envie aussi que les gens qui me lisent, en fait, gardent toujours l'image de cet enfant que tu as pu voir dans le livre pour connaître vraiment ce parcours et se disent en fait, je sais qui est en train de me parler. Donc je lui fais confiance pour encoder l'information qu'il me donne. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui des auteurs qui écrivent, c'est qu'en fait, tu ne les connais pas. Donc en fait, tu absorbes de la connaissance, mais le cerveau n'aime pas ça, n'aime pas absorber de la connaissance, si tu sais, s'il n'y a pas de confiance. Et justement, si tu veux absorber une bonne connaissance, tu as besoin qu'il y ait une confiance. C'est comme pour acheter un produit. Tu achètes un produit Apple parce que tu as confiance en Apple. Tu sais que c'est solide, donc tu achètes sans réfléchir. Et moi, j'ai vraiment envie que les gens aient confiance pour qu'ils puissent justement me découvrir. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis en train de. J'ai fini, du coup, comme je te disais, hier, mon deuxième livre, qui Tu l'as écrit en simplement. un jour aussi? En 2 jours, En pour deux le coup, jours. celui-là. Parce que le premier jour, c'est plus les idées, et le deuxième jour, Oui. je me mets en auto-hypnose, tu vois, quand j'écris, parce que je me mets vraiment en état de flow, du coup. Mais oui, ce deuxième livre, c'est vraiment tu sais, toutes les questions auxquelles je réponds en formation sur comment fonctionne le cerveau, pourquoi on raisonne comme ça, pourquoi on fait comme ça. Et en fait, ça rejoint une problématique qui est très importante, qui touche les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées, c'est l'apprentissage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à Nice, je dois faire pour bien apprendre? Donne-moi des techniques, donne-moi des astuces, explique-moi pourquoi je n'arrive pas à mémoriser les choses, explique-moi pourquoi j'arrive pas à garder mon attention plus de 20 minutes, explique-moi pourquoi. Et bien dans ce livre-là, j'explique tout ça en donnant des outils extrêmement pratiques. Je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu n'allais pas juste expliquer. Ah Tu bah es oui, vraiment dans l'optique de toujours donner des très outils pour important, ouais. passer à l'action. Bah oui, Super, c'est super super important. important. Donc j'ai vraiment vulgarisé, tu vois, j'ai gardé toujours le côté scientifique, bien évidemment, mais en fait, il s'appelle les 11 clés de l'apprentissage, du coup, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment vous donner des clés que vous pouvez mettre en place dès la lecture du livre, avec un peu d'humour, avec vraiment de l'émotion, comme j'aime le faire, et dans le but vraiment de vous transmettre juste des méthodologies très simples qui vous permettent vraiment de changer votre façon de raisonner pour comprendre comment fonctionne votre cerveau, pour le booster et améliorer du coup tous les domaines de votre vie en lien avec justement la mémorisation, l'apprentissage, l'encodage, etc., etc. Super. Et ils seront disponibles tous les deux sur Amazon. Amazon, exactement, ouais, il se rend sur Amazon. Après, on essaiera de ramener des manuels, tu sais, c'est ce que je donne aussi à mes étudiants, je leur propose aussi en présentiel. Mais sinon, oui, c'est plutôt Amazon, donc soit tu sais, en e-book sur Amazon, soit sinon directement en commande. Mais je crois qu'au Maroc, c'est pas encore possible ça, de commander sur Ouais, Amazon. Amazon, c'est un peu compliqué. C'est Mais dommage. bon, ouais, dommage. Bon, ça viendra un jour peut-être, Inch'Allah. Après, il faudra faire un PDF. Ouais, Les gens, ils ça sera un pourraient. PDF, ça sera un PDF. Mais je le ferai publier ici au Maroc. Mais j'ai peur qu'on me change le contenu. Ouais, tu sais comment ça marche ici. Ouais, c'est ça le problème. En tout cas, je voudrais finir avec une dernière chose. C'est quelque chose que je commence à faire dans mes podcasts avec les invités. Mhm. C'est qu'à la fin, puisque tout ce que je fais tourne autour de la santé mentale, c'est que tu nous dis une petite phrase, un petit mot, quelque chose encourageant que tu penses que la prochaine personne aurait besoin d'entendre. Et la prochaine personne aura un petit mot qui dit ce que tu dis. Et the cycle continues. Ok. Alors, si tu pourrais dire une chose. Une chose, ça c'est un Ouais. défi par contre pour moi, de dire une seule chose. Ouais, c'est vrai. Ça, Non, c'est c'est le très défi pour simple. toi. Non, c'est très simple. La chose que j'aimerais dire à la prochaine personne, c'est la chose peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est uniquement à chaque fois que tu as une pensée qui peut se transformer en quelque chose, va vraiment au bout de la pensée sans faire confiance à personne, si ce n'est en faisant faire confiance à toi-même. Wow. Voilà mon message. Je suis pas sûre si j'ai compris. Alors, je suis pas sûr non plus d'avoir compris, mais non, en gros, l'idée, Redis-nous, c'est parce que c'est moi qui va l'écrire dans le note. Ah ok, tu vas l'écrire. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois
que tu penses créer quelque chose, que ça soit un business, que ça soit une idée de projet, que ça soit n'importe quoi, ne t'arrête pas à ce qu'on peut dire sur toi, mais va au bout de cette création-là. Même si ça échoue, la vie est beaucoup trop courte justement pour vivre de regrets. C'est tout. Je pense qu'on a, oui, ça c'est clair et je pense qu'on a tous besoin d'entendre ça. En tout cas, merci Anis. Thank you guys so much. Let's not طول هذا l'épisode. Anis إلا بغى يعاود يدير معنا épisode مرحبا به. Avec grand plaisir. نهضروا على des autres sujets. قولوا لنا les sujets اللي بغيتوا تسمعوا عليهم. قولوا لنا بالضبط شنو هما لي تيماتيك حيت انيس غيقدر يعطينا واحد ليكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي ما تقدروش يمكن تلقاوها في بلاصه اخرى. keep tell us in the comments below الا بغيتوا تلقاو لي ليان ديال انيس غراس ديال كتابو ديال انستيتوت نور هيل انستغرام ديالهم غنحطهم في لا ديسكريبسيون. Thank you guys so much for listening and I'll see you guys next time. Bye.